Bonjour Monsieur Becoin, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci et vous? Ça va bien, merci. C'est notre premier entretien. J'espère que ce sera pas le dernier. J'apprécie votre compagnie, j'espère que vous allez me réinviter. Bah, c'est certain. Aujourd'hui, j'ai voulu que nous parlions un peu de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, qui aura lieu bientôt le 25 octobre, exactement, dans juste un peu plus d'un mois. Nous sommes juste aussi à quelques jours après la proclamation de la liste des candidats à l'élection par le Conseil constitutionnel. C'était juste l'année dernière, 8 septembre. J'aimerais savoir, que pensez-vous des candidatures invalidées? J'ai, comme tout le monde, appris l'annonce de la déclaration par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Et je dois dire que j'en ai été surpris par la décision de l'annoncer lundi dernier. On attendait tous que cette annonce-là soit faite le 10. On imagine que le Conseil constitutionnel ait décidé, selon son agenda, de prendre le contre-pied de tout le monde et Ce qui est une bonne chose. de mettre... Oui, mais bon, lorsque vous mettez de côté la Constitution pour privilégier les dispositions du code électoral, alors que la Constitution est censée être la norme supérieure à laquelle toutes les lois doivent se référer, déjà vous jetez un discrédit sur votre démarche. Oui, mais je pense que la Constitution ne donne pas le temps minimum, mais le temps maximal. Non, pourtant si, la Constitution vous dit que la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle doit être rendue publique 15 jours avant l'élection, Oh, pas 45 jours. Et donc, on a une disposition du code électoral qui contredit la Constitution, oui, mais mais est-ce que qui a est-ce été que les 15 jours privilégiée. n'est pas une Non, durée? je termine, je termine, ensuite vous comprenez. Donc, il y a une disposition constitutionnelle, et donc qui a été prise par référendum, Mhm. qui a été écartée au profit d'une disposition du code électoral qui a été, elle, publiée par ordonnance. Et donc, et quand vous écoutez la décision du Conseil constitutionnel, vous remarquez que dans toute sa démarche, le Conseil constitutionnel a préféré privilégier les dispositions du code électoral au détriment des dispositions de la Constitution. Donc, c'est une démarche qui est D'accord. constante chez le Conseil. Maintenant, si vous voulez mon sentiment sur les candidatures rejetées, je vous réponds que on a eu 60 candidatures, seules 5 ont été validées, Effectivement. dans un flou total. Et donc, pour moi, ce tri-là, dans ces conditions aussi bizarres, jette le discrédit, jette un doute sérieux sur la transparence et l'équité du scrutin. Ben, je On pense que écarte le des Conseil, voix majeures représentant une part significative de l'électorat ivoirien, et pour moi, ça soulève des problèmes. mais dans l'allocution du Conseil, ils ont bien établi en fait les raisons qui les ont poussés à éliminer ou invalider certaines candidatures. Oui, bon, le Conseil constitutionnel a bien entendu annoncé des raisons. Est-ce que le Conseil constitutionnel avait raison? Ça, c'est autre chose. Ben, c'est difficile. Maintenant, malheureusement, nous sommes dans un système où, en principe, les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Enfin, l'histoire nous a montré que c'était pas toujours le cas. En 2010, on a eu un recours à la décision du Conseil constitutionnel. Mais l'histoire, selon le principe, les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé. On est écarté des voix importantes de l'électorat ivoirien, des voix importantes de l'opposition ivoirienne, et ça nous prive d'un débat sérieux sur la présidentielle en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens auront un choix limité à faire lors de ces présidentielles, et pour moi, c'est tout à fait regrettable. Je comprends. Dans ce cas, dites-moi, que pensez-vous donc des candidatures validées alors? Bon, les candidatures validées, comme on a dit tout à l'heure, il y en a 5. Il y a la candidature d'Alassane Ouattara, qui n'est pas une surprise, soyons sérieux. On n'avait pas besoin de faire de la futurologie pour savoir que cette institution qui a approuvé un troisième mandat en 2020 contre la Constitution, et avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, n'allait pas se contredire en 2025. Donc, dans ce cas-là, pour la candidature d'Alassane Ouattara, personne n'est surpris. Par contre, on se demandait
en 2025 qui allait être le KKB, qui allait cette fois accompagner Alassane Ouattara au cas où d'autres personnes qui auraient passé le filtre du Conseil constitutionnel auraient décidé de se retirer de la course. Et on a une réponse. Il y a une militante du RHDP, Henriette Lagou, qui, contre toute attente, a vu son dossier validé. On me dit qu'elle a réussi à obtenir les parrainages là où des candidats comme Assalé Timoko, Vincent Tobirier, Pascal Afin-Guessan, Laurent Gbagbo, etc., n'ont, eux, pas pu obtenir des parrainages, ce qui est tout à fait amusant. Et ça revient à la critique que je faisais aux conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel avait rendu sa décision. Pour moi, le parrainage en Côte d'Ivoire est un système tellement fou qu'il soulève des suspicions. Et pour moi, il doit être banni jusqu'à ce qu'on réussisse à organiser un meilleur système qui puisse garantir la transparence entre les candidats. Pour moi, c'est important. Le parrainage, on a l'impression qu'il a été mis en place pour éliminer des candidats et pour faire le tri entre ceux qui doivent accompagner le président de la République aux différentes élections. Et donc, pour la candidature d'Henriette Lagou, c'est une surprise. À part elle, il y en a 3 autres candidats qui sont officiellement de l'opposition qui ont été retenus. Je pense au docteur Simone Yves Gbagbo, dont la candidature a été retenue. Il faut d'ailleurs lui transmettre des félicitations. Il y a la candidature du docteur Awa Domelo également qui a été retenue, et une candidature qu'il a annoncée vraiment très tard. Malgré cela, il a pu récolter les parrainages et passer le filtre du Conseil constitutionnel. Donc, il faut le féliciter également pour cette victoire. C'est une première victoire. Et je pense qu'il y a Monsieur Jean Le Billon du PDCI. Enfin, je ne sais pas s'il est toujours. En tout cas, il représente un autre parti, le CODE, Congrès démocratique, qui a lui également vu sa candidature validée par le Conseil constitutionnel et qui lui aussi mérite des félicitations. On a vu ses actions sur le terrain, à parcourir les régions de la Côte d'Ivoire et à mobiliser les populations pour obtenir ces parrainages. Et donc, on a 5 candidats, 2 de la mouvance présidentielle. Alassane Ouattara, candidat pour un 3e mandat. Henriette Lagou, qui fait de la figuration. Pour un 4e mandat. Oui, pour un 4e mandat. C'est ça, Alassane Ouattara, candidat pour un 4e mandat. Henriette Lagou, issu du RHDP, qui est là pour l'accompagner au cas où les 3 autres candidats décidaient de désister, ce que je pense n'arrivera pas, enfin, ce que je souhaite. Et à côté de cela, vous avez la candidature de Awa Domelo, issue du PPAC, et la candidature de Simone Yves Gbagbo, de MGC, le Mouvement des Générations Capables, et la candidature de Jean-Louis Billon, du Congrès démocratique. Donc, on aura 5 candidats à cette élection. Et j'imagine que il y aura certainement des discussions jusqu'au 25 octobre pour qu'on ait soit une candidature unique de l'opposition ou soit une candidature de large consensus. En tout cas, c'est ce qui est souhaité par les Ivoiriens au vu de ce qui apparaît quand on regarde les réseaux sociaux et les sondages. Les Ivoiriens souhaitent une candidature unique de l'opposition ou une candidature de large consensus. Et il faut vraiment être sourd pour ne pas faire attention à cette réclamation et cette prière des Ivoiriens. À vous entendre, vous êtes un peu surpris en fait de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, imaginez que cette question vous aviez été posée avant les résultats du Conseil constitutionnel. Quel aurait été votre pronostic? Bien malin celui qui aurait été capable de deviner les candidatures validées à part celle d'Alassane Ouattara. Comme je dis, la candidature d'Alassane Ouattara était la seule pour laquelle il fallait mettre la main au feu, comme Pascal Abinan qui, j'imagine, depuis leur porte des prothèses, savoir que la candidature d'Alassane Ouattara allait être validée. Donc ça, vraiment, c'était une certitude. À part la candidature d'Alassane Ouattara, bien malin celui qui aurait été capable de prédire les autres candidatures qui allaient être validées. Parce que il ne suffisait pas de remplir les conditions constitutionnelles, donc
disposé par la Constitution pour déposer son dossier de candidature, il fallait également remplir d'autres conditions prescrites par le code électoral, dont la nécessité de recueillir 1% de parrainage issu de la moitié des régions. Et là, dans un système de traitement aussi flou qu'on a dénoncé tout à l'heure, il était vraiment difficile pour tout candidat d'imaginer passer le filtre du Conseil constitutionnel. Et donc, les candidatures validées, difficile d'avoir un pronostic à part celle de Ouattara. Par contre, les candidatures invalidées, je pense que pour beaucoup, on s'y attendait. Mais la logique, par exemple, quand vous parlez de certaines candidatures, comme par exemple Toby Irié et aussi Assali Timoko. Timoko, Oui. si vous regardez ceux qui ont été validés, par exemple, étaient proches des grands partis, donc qui avaient déjà un noyau déjà prêt, plus ou moins. Est-ce que ce n'est pas ça qui a facilité le recueillement de leur voix, et les autres qui n'avaient pas cette assise? Non, on ne peut pas imaginer que Assali Timoko, qui est conseiller municipal, donc élu de local, sa région, mais pas non, forcément des autres régions. je viens. C'est-à-dire qui est conseiller municipal, donc élu local depuis 2018, qui est député depuis 2021, n'est pas été en mesure, à travers son parti, l'ADCI, qui est implanté dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, n'est pas été en mesure de récolter les parrainages, là où Henriette Lagou oui, mais a pu peut-être bénéficier en fait de la machine du RHDP. Du RHDP, oui, non, je suis d'accord. Pareil pour Billon qui avait peut-être rodé ça avec le PDCI. Et Awado Melo, avec tout le temps qu'il a passé avec Babo, a pu aussi... Je suis tout à fait d'accord. Awado Melo a pu bénéficier, et il le dit lui-même, de l'assistance de ses camarades du PPACI et également du soutien de Charles Blé Goudé pour récolter ses parrainages. Simone Évêque Gbagbo également a eu une équipe avec laquelle elle travaille depuis plusieurs années. Et tout à l'heure, quand vous parlez de personnes issues de partis, par exemple, vous ne faites pas allusion à elle, mais malgré ça, elle a quand même réussi à récolter ses parrainages. Non, mais justement, elle avait ses entrées au FPI. Non, donc, je pense, en fait, elle est dans la politique il y a très longtemps. Oui. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour elle, que quelqu'un qui vient d'entrer depuis 2018. On est d'accord, mais vous savez, le reproche qu'on fait à Saleh Timoko, à Vincent Aubirier et à d'autres candidats, ce n'est pas ne pas avoir réussi à obtenir le seuil réclamé par le code électoral. Ce n'est pas ce reproche-là qui leur est fait. Le reproche qu'on leur fait, c'est d'avoir des parrainages invalides, soit parce qu'il y a des doublons, donc on dit que leur parrain avait déjà parrainé d'autres candidats. Il faut le prouver. Jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel ne donne pas la liste des parrains qui ont parrainé d'autres candidats et qui ont quand même parrainé les autres candidats dont les candidatures ont été rejetées. Première chose. Et la deuxième chose qu'il leur a reproché, on leur dit que leurs parrains avaient des numéros de carte nationale d'identité invalides. Je rappelle que le numéro de carte nationale d'identité ne fait pas partie des conditions pour la validité d'un parrainage. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est, on parle de personnes issues de partis, on ne parle pas de Pascal Affi-N'Guessan, qui est président de l'un des plus vieux partis de Côte d'Ivoire, implanté dans toutes les régions du pays, qui a été candidat en 2015, qui a été candidat en 2020, et dont on dit qu'il n'a pas réussi à apporter suffisamment de parrainage en 2025. Mais cela peut être aussi dû au fait qu'il a une baisse dans sa cote. Parce que là, par exemple, jusqu'à présent, ce sont des déclarations du Conseil constitutionnel. Quand les autres candidats sortent leurs chiffres, on voit qu'il y a une incohérence entre ce que le Conseil constitutionnel dit et ce qui figure dans les PV déposés au niveau de la CEI par les candidats. Et donc, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel publie la liste des parrains qui auraient parrainé d'autres candidats, et donc, avant de parrainer les candidatures qui ont été rejetées, ou la liste des personnes qui ont parrainé des candidats avec des numéros de pièces d'identité invalides, on est obligé de douter
de cette décision du Conseil constitutionnel. Donc, disons, En nous fait, allons attendre, le problème, c'est l'opacité. C'est-à-dire que si les choses étaient faites dans une relative transparence, on n'aurait pas eu tous ces doutes. de toutes les façons, nous ne pouvons pas totalement préjuger, en fait, Donc, de ce que, bon. de ce qui s'est passé, tant que nous n'avons pas le rapport du Conseil constitutionnel. Et c'est ça le Donc, problème. voilà. Donc, nous allons l'attendre quand ça viendra. Nous aurons certainement encore une autre entrevue. Et c'est ça le problème. Et nous pourrons discuter certainement de ça. Moi, je dis que dans une république, lorsqu'on gère les affaires publiques, on doit être soumis à l'obligation de transparence. Je suis d'accord. Le problème du parrainage, c'est l'opacité. Si les choses étaient faites en toute transparence et qu'on avait en toute transparence, avec des chiffres cohérents, démontré que certains candidats avaient des parrains en doublon ou avaient des parrainages invalides ou n'avaient pas atteint le seuil requis, tout le monde se serait soumis à la décision du Conseil constitutionnel. Et lorsqu'on vous dit que, par exemple, Laurent Gbagbo n'a pas pu déposer suffisamment de parrainage et que le PPACI sort sa liste de parrainage, constate que ce qui est demandé par la loi, c'est 1% de l'électorat dans 17 régions. Et que eux ont pu collecter 1% de l'électorat dans 27 régions. Et que le Conseil constitutionnel, au lieu d'évaluer leur candidature sur les 17 régions, a évalué leur candidature sur 27 régions. Donc, au-delà même de ce qui a été prescrit par le code électoral. On est obligé de se poser des questions. Donc, le problème, c'est le flou. Moi, je suis un apôtre de la transparence. Je demande au Conseil constitutionnel, aux institutions de la République de Côte d'Ivoire, en charge des élections, de travailler pour la nation tout entière. Je pense que nous aurons une autre entrevue dès que la liste, les rapports seront publiés, et je pense que les choses seront certainement un peu plus claires. J'aimerais savoir, selon vous, quelle pourrait être la position du PDCI, qui aujourd'hui a vu son candidat écarté de la liste des candidats. Cependant, il y a Billon, qui est le plus proche de tous les candidats qui ont été validés, qui est le plus proche. Là, qu'est-ce que vous présumez qui pourrait arriver? Est-ce que vous pensez un rapprochement du PDCI? Rapprochement, je ne le vois pas, honnêtement. Jean-Louis Billon a pris ses distances des organes exécutifs du parti depuis les mois de février et mars pour préparer sa campagne. Il n'a pas été très tendre avec ses amis du PDCI qui, eux également... Non, je pense qu'il n'est pas, c'est pas tous les amis du PDCI, c'est avec certains membres. Non, l'organe du exécutif, PDCI. je veux dire le bureau. Mais c'est toujours certains membres. Voilà. Donc, qui ont l'affection de la base. Parce que quand vous regardez les chiffres, les scores que fait Tidjane Thiam lors des doubles élections auxquelles il a participé, qui l'ont porté à la tête du parti, vous me diriez, il était souvent seul. Tidjane Thiam a eu l'assentiment de toute la base de son parti. Et donc, il est très populaire au sein du PDCI, et les militants du PDCI lui ont accordé toute leur faveur pour aller conquérir le fauteuil présidentiel. Oui, et donc, là, lorsque l'un des militants du parti décide de s'écarter, moi, je ne juge pas l'action de Jean-Louis Billon. Je constate qu'il a pris ses distances. Je constate qu'il n'a pas été très tendre avec les membres du parti qui ont la majorité de l'électorat du parti. Et donc, j'imagine mal le PDCI tenter un rapprochement avec Jean-Louis Billon. Je ne le vois pas. Non, mais cependant, le candidat n'est pas sur la liste. Pour l'instant. Oui, mais c'est déjà fait. Il y a aucun recours possible. Donc là, à ce niveau-là, c'est soit il boycotte en tant que PDCI, ou soit il se rapproche d'un candidat de ceux qui ont été validés. Sinon, je ne vois pas autre chose. Bon, le PDCI réfléchira, ils définiront leur stratégie, ils diront comment ils souhaitent participer aux élections.
Mais pour revenir à ce que je disais, peu importe le choix pour lequel ils optent, je les vois mal se rapprocher de Jean-Louis Billon. Le PDCI est par exemple membre de CAPSI avec Simone Simone. Gbagbo, dont la candidature a été retenue. Certainement, au sein de cette organisation, on peut imaginer qu'il se passe quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien de défini, mais vous imaginez que si la candidature de Thiam avait été retenue et que celle de Simone Gbagbo avait été rejetée, Tidiane Thiam et le PDCI seraient Oui, allés mais le problème, demander... c'est que quand on parle, par exemple, de Simone Gbagbo Oui, et le PDCI, ils ne sont pas du même bord politique. ils sont, Là, on parle des gens de la gauche. ils sont membres d'une même coalition. Coalition, oui. Voilà. Mais, Donc, par exemple, lorsque, pour la présidence, pour la lorsque vous êtes présidence, membre, ouais. là, on parle de la gestion du pays. Donc, Oui. généralement, c'est beaucoup plus un courant politique. Est-ce que vous avez lu les accords qui ont précédé la création de CAPSI? Et donc, moi, je dis que aujourd'hui, le PDCI est beaucoup plus proche parmi les candidats retenus de Simone Gbagbo que de Jean-Louis Billon. Ok, bien noté. Ça, c'est un avis. Ouais. Maintenant, ce n'est dans la position de Simone Gbagbo, qui a vu sa candidature acceptée. Pour moi, c'est à elle d'aller voir ses amis au sein de CAPSI, dont Pascal Afingessan, dont Tidiane Thiam et le PDCI, les convaincre de soutenir sa candidature afin qu'il n'y ait pas de boycott pour les élections de 2025. Ok, bien noté. Cependant aussi, la même question se pose aussi pour le PPACI, qui a qui avait en son sein Awadou Melo, qui lui, dont la candidature a été validée. Donc là, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a un possible rapprochement entre le PPACI et leur ancien membre Awadou Melo? Pourquoi avait en son sein? À ce que je sache, Awadou Melo n'a pas démissionné du PPACI, il est toujours membre. Il porte une candidature dont il avait dit qu'elle était une candidature de précaution. Oui, mais elle n'a pas été validée par le parti. Oui, mais il a porté sa candidature, une candidature de précaution. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la candidature d'Awadou Melo demeure une candidature de précaution ou bien est-ce qu'elle est devenue une candidature tout court? Eh bien, c'est ça la question. Comme je disais tout à l'heure dans le cas de Simone Gbagbo, c'est à Awadou Melo dont la candidature a été validée d'aller rencontrer ses amis du PPACI et de les convaincre de leur apporter leur soutien afin que le PPACI ne soit pas absent lors de ces élections. Et donc, pour moi, c'est aux personnes dont les candidatures ont été validées d'aller draguer, d'aller séduire, d'aller persuader, d'aller convaincre les personnes dont les candidatures n'ont pas été validées pour obtenir leur soutien, ceux de leurs militants, afin de préparer une alternance aux élections lors des élections présidentielles 2025. Mais dans ce cas, si les candidats doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour séduire en fait le PPACI et le PDCI, et s'ils ne sont pas séduits, est-ce que vous présagez d'un boycott de leur part? Au moins, ils auront fait le pas. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'Awadou Melo, qui a tout donné pour être candidat, boycottera les élections. Non, je parle du PPACI et le PDCI. Ah, d'accord. Non, en fait, c'est eux. Voilà. Ça serait pas en leur avantage. Je ne suis pas membre de leur formation, donc je n'aurais pas de conseils à leur donner, mais ça ne serait pas à leur avantage de boycotter les élections. Boycotter ces élections-là, ça serait donner un blanc-seing au quatrième mandat, ça serait donner un soutien au quatrième mandat, ça serait accompagner Alassane Ouattara pour ce quatrième mandat, lui faciliter la tâche. Et si on veut le changement, après tout le monde ne veut pas le changement. Moi, je m'adresse à ceux qui veulent le changement. C'est pourquoi je dis, au-delà de la direction du parti, il faut aller chercher également les militants du parti. Il faut leur parler. Et donc, si vous devez vous adresser, si vous voulez vous adresser aux militants du parti, il y a certains propos que vous ne devez pas tenir à l'endroit des responsables du parti. Et donc, il faut apaiser le discours. Il faut changer le discours. Il faut modifier la méthode. Aller vers les partis et leurs militants, les convaincre de participer à ces élections. Le plus important, c'est de participer aux élections. Le boycott, pour moi, n'est pas une option.
Ouais, ok. Donc, parlant du candidat à sa propre Moi, réélection. je dis un truc simple. Vous savez, en 2020, Alassane Ouattara a prêté serment après avoir affronté Kakabe. Mhm. Donc, si les gens parlent de boycott, moi j'ai envie de dire parlons d'autre chose. En Je suis d'accord. 2025, Henriette Lagou est présente aux élections. Et donc, si les candidats qui ont été retenus ou ceux qui n'ont pas été retenus décident de ne pas participer aux élections, Alassane Ouattara n'aura aucun problème à aller aux élections avec Non, Henriette Lagou. la question se pose beaucoup plus sur les formations qui n'ont pas pu avoir leur candidat à se passer ce tamis. En fait, la question se pose beaucoup plus sur eux. Ceux qui ont passé le tamis, je pense qu'ils sont très heureux. Je vois bien mal Jean-Luc Billon qui a toujours pensé, qui a toujours dit que si le PDCI ne le suivait pas, lui, il irait en candidat indépendant. Awadon Melo aussi, il a parlé de sa candidature en candidature de précaution. Mais même s'il n'a pas eu l'aval de son parti, il y est quand même allé. Oui, Donc je me les vois mal réjouis. ne pas aller aux élections, mais je parle en fait de leur formation de base, leur formation Non, de maison. je me réjouis qu'il soit sur cette ligne. Et c'est ce qu'il faut faire. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, le plus important, c'est de participer aux élections. Si on veut se débarrasser de ce régime qui n'a que trop duré, si on veut le faire de façon rapide et donc sans perdre le plus de temps possible, sans leur accorder un mois de plus, une semaine de plus, un jour de plus, si on veut le faire en Ou 5 ans de préservant la plus. vie, si on veut le faire en préservant la vie des Ivoiriens, si on veut le faire à moindre prix, nous devons participer aux élections. Ouais, de manière, Nous devons participer aux élections. Il faut abandonner cet bien sûr. esprit-là qui pousse au boycott. Pour moi, le boycott n'est pas une option. Nous devons participer à ces élections coûte que coûte. Appeler les populations qui veulent le changement à se lever massivement pour aller voter et surveiller rigoureusement le scrutin. Nous sommes Pour d'accord. moi, c'est la seule solution. Nous sommes d'accord. Le boycott ne produira aucun résultat. Il y Nous a eu un sommes d'accord. boycott en 95, ça n'a produit aucun résultat. Nous sommes d'accord. Et de 95 à maintenant, on a eu plusieurs boycotts et les boycotts ne produisent aucun résultat. Ouais. Quand j'entends, si les gens ne participent pas, le scrutin n'aura aucune crédibilité. En Côte d'Ivoire, la question de la crédibilité ne se pose pas. Il faut préparer les élections. Peu importe la forme, il faut participer aux élections. C'est la seule façon, et je le dis depuis 2018, de nous débarrasser de ce régime qui n'a que trop duré. Participation massive, surveillance rigoureuse du scrutin. Pour moi, c'est la solution. D'accord. Donc, disons là, nous avons le président Alassane Ouattara qui est candidat à sa propre élection pour un 4e mandat. Là, parmi les 4 autres candidats, Les trois autres, parce que Henriette Lagos, c'est Ouattara bis. oui, mais c'est quand même 4 autres. À part lui. Allez-y. Qui sont ceux, d'après vous, qui sont susceptibles de le battre? Ça serait trop m'avancer, mais comme je le dis, Awadon Melo, Simone Yves Gbagbo, Jean-Louis Billon qui bénéficieraient du soutien des autres formations politiques qui ont été récalées à ces élections, du soutien du peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'on oublie que en large majorité, les Ivoiriens ne sont pas membres des partis politiques. Les Ivoiriens, en large majorité, ne sont membres d'aucun parti politique. Et donc, il faut aller chercher ces Ivoiriens-là qui ne participent jamais aux élections, les abstentionnistes. Il faut aller chercher ces Ivoiriens qui participent et qui ne sont pas encartés dans les partis politiques. Et donc, il faut élargir vraiment l'électorat, la base électorale. Et si on élargit la base électorale et qu'on va chercher au-delà des partis, et qu'on va également chercher le soutien des partis, je pense que le candidat qui réussira à séduire les partis politiques, leurs militants et au-delà de leurs militants, aura toutes les chances de battre Alassane Ouattara. Parce que pour moi, le plus difficile, ce n'est pas battre Alassane Ouattara, c'est de prouver qu'on l'a battu. Pour moi, c'est ça qui est le plus compliqué.
Alassane Ouattara est au pouvoir depuis 15 ans. Les Ivoiriens, on nous ras-le-bol. Et donc, provoquer le départ d'Alassane Ouattara dans les urnes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de prouver maintenant qu'on l'a battu. Et pour cela, il faut que les partis politiques, et comme je le disais tout à l'heure, à défaut de coaliser, à défaut de proposer une candidature unique ou de large consensus, il faut qu'ils mutualisent leurs efforts pour faire échec à la fraude électorale. Il faut qu'ils mutualisent leurs efforts pour combattre la fraude électorale. Il faut qu'ils mutualisent leurs efforts pour déclencher le vote massif des Ivoiriens. Pour moi, il n'y a que cette solution. Vote massif, surveillance rigoureuse du scrutin. Et donc, si on ne réussit pas à proposer un candidat, ce n'est pas grave. Et je le disais déjà en décembre dernier. J'entendais pas mal de gens dire « Ah non, de toutes les façons, si les candidats, il va gagner, il n'y a rien à faire, le vote ne sert à rien. » Et je leur disais tout le temps, si le vote ne servait à rien, si on pouvait simplement bourrer les urnes et que le choix des électeurs n'avait aucune incidence sur les élections, le RHDP ne dépenserait pas autant de moyens pendant les élections présidentielles, législatives, régionales ou municipales. Est-ce que vous voyez les moyens que le parti au pouvoir met en place pour gagner les élections? Est-ce que vous voyez les énergies qui sont libérées? Est-ce que vous voyez les liasses de billets qui sont partagées? Est-ce que vous voyez les cadeaux qui sont offerts juste pour la bataille électorale? Vous pensez que s'ils pouvaient se contenter de bourrer les urnes, ils dépenseraient autant d'énergie, autant d'argent, autant de sueur, autant de temps pour convaincre des militants ou des non-militants à aller voter pour eux? Non. Donc, si je vous comprends bien, là, en fait, vous dites clairement que vous n'êtes pas d'accord avec les partis politiques de l'opposition qui disent que cette élection, elle est déjà faite et que ça serait même tromper les Ivoiriens. Parce que pour moi, c'est une façon de décourager les Ivoiriens, de les démobiliser et de provoquer l'abstention. Je dis aux Ivoiriens, ne vous laissez pas convaincre par les apôtres du désespoir. Mais la fraude, elle existe quand même. La fraude, elle existe. Ce n'est pas à moi qu'on va l'apprendre. Est-ce que c'est à moi qu'on va apprendre qu'il y a la fraude? Non. Je participe activement et passivement à des élections depuis 2014. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc, la fraude électorale, je la connais, je l'ai côtoyée. Je sais qu'il y a la fraude. J'ai fait des élections locales en Côte d'Ivoire dans 5 municipalités à accompagner des candidats qui ont parfois perdu, parfois gagné des élections. Donc, la fraude, elle existe. Ce n'est pas à moi qu'on va la prendre. Mais d'après vous, comment Emo Sylvestre fait pour gagner ses élections à Port-Bouët? Comment Gabriel Leroux fait pour gagner ses élections au Plateau? Comment Jacques Makiassé fait pour gagner ses élections à Cocody? Comment Alakwadio Rémy et ses lieutenants ont fait pour gagner les élections dans le Grand Centre? La fraude électorale, elle existe. Maintenant, on peut faire échec à la fraude. Donc, quand je dis que pour moi, le plus difficile, ce n'est pas de battre Ouattara, mais de prouver qu'on l'a battu, c'est parce que je sais que la fraude électorale existe. Maintenant, est-ce qu'on se dit parce que la fraude électorale existe, on ne fait rien? Et non. Ben, je suis d'accord. Dire que c'est joué d'avance, pour moi, c'est même ce que le régime veut. Et c'est leur plus grande réussite d'avoir réussi à convaincre les Ivoiriens que le vote ne sert à rien. Pour moi, c'est la plus grande réussite du pouvoir en place. Au moment où les Ivoiriens sont convaincus que le vote ne sert à rien, ils ne participent pas au scrutin, alors que eux, derrière, ils font tout pour convaincre leurs militants de participer. Vous prenez des communes comme le Plateau. Si vous regardez les dernières élections municipales au Plateau, vous allez vous retrouver avec plus de 80 000 électeurs pour un taux de participation de moins de 50%.
Ok. Vous faites le même exercice dans plusieurs régions du pays. Vous regardez les élections locales. Vous avez parfois 40% de taux de participation. Vous avez 28% de taux de participation. 30% de taux de participation. 21% de taux de participation. Oui, mais ça, c'est pas la fraude. Non, ce que je viens, c'est parce qu'on a réussi à convaincre les Ivoiriens que le vote ne sert à rien. Effectivement. Donc là, en fait, pour moi, la faute relève beaucoup plus sur les partis d'opposition qui n'ont pas assez encouragé leurs membres, qui n'ont pas proposé de belles choses aux Ivoiriens. Donc peut-être c'est la raison pour laquelle les Ivoiriens ne se sentent pas trop concernés par la chose politique. Comme je dis, moi, je m'adresse aux Ivoiriens qui veulent le changement. Si, après avoir passé 15 ans avec le régime RHDP au pouvoir, vous pensez qu'il faut leur donner 5 années de plus, vous faites votre choix en toute connaissance de cause. Aux Ivoiriens qui veulent le changement, si vous pensez qu'il nous faut une alternative, si vous pensez qu'il nous faut l'alternance au pouvoir, si vous pensez qu'il nous faut une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, un nouveau discours, une nouvelle façon de traiter les Ivoiriens, une nouvelle réponse à vos problèmes, de nouvelles solutions, de nouveaux projets, vous voulez le changement, je vous dis, ne restez pas à la maison. Levez-vous le 25 octobre 2025, allez glisser votre bulletin de vote dans l'urne, surveillez rigoureusement le vote, le déroulement du scrutin, le déroulement du dépouillement du scrutin, pour être sûr que les résultats qui seront proclamés par la CEI seront conformes au bulletin de vote que vous aurez plongé dans l'urne. Donc, si on veut le changement, je répète, il faut aller aux élections. Le plus important, c'est l'alternative. Je l'ai dit, je le répète, sauf catastrophe naturelle, il faudra aller aux élections. Qu'un tel ou un autre tel soit candidat ou non, nous devons aller aux élections. Que la loi électorale soit révisée ou non, nous devons aller aux élections. Que la liste électorale soit auditée ou non, nous devons aller aux élections. Que l'opposition affiche un candidat unique ou non, nous devons aller aux élections. Que la CEI soit réformée ou pas, nous devons aller aux élections. Le plus important, c'est la participation massive des Ivoiriens et la surveillance rigoureuse du vote. Si on veut un changement rapide, c'est-à-dire dans moins de 2 mois, si on veut un changement moins coûteux, nous devons appeler les Ivoiriennes et les Ivoiriens à se munir de leur carte d'électeur et à envahir les bureaux de vote le jour du scrutin pour déposer leur bulletin de vote dans l'urne. Il n'y a que de cette façon-là que nous aurons le changement. Eh bien, c'est bien noté, je pense que les Ivoiriens ont bien compris. Cependant, on reste toujours sur la fraude. Là, par exemple, quelles sont les solutions que vous avez pour faire échouer la fraude? Comme je dis, la fraude, elle n'est pas nouvelle. Je vous ai cité plein de personnes qui, par exemple, Assalé Timoko, Emou Sylvestre, Jean-Luc Bion lui-même, Adabakala, etc., qui, malgré la fraude, réussissent à gagner les élections. Vous me direz, il s'agit là d'élections locales. Et voilà, il faut considérer l'élection présidentielle comme la somme d'élections locales qui auront lieu au même moment. Effectivement. Donc, la fraude existe, je suis d'accord. Ce n'est pas à moi qu'on va la prendre. Le code électoral n'est pas bon, je suis d'accord. Ce n'est pas à moi qu'on va la prendre. Encore que ceux qui critiquent le code électoral, et moi, nous ne critiquons pas le code électoral pour les mêmes raisons. Moi, je considère qu'un compétiteur seul dans sa chambre ne peut pas édicter les règles de la compétition. Alassane Ouattara est candidat. Au même titre que les autres candidats, ce n'est pas à lui d'écrire les règles du jeu. Ce n'est pas à lui d'écrire les règles de la compétition. Et je vais même au-delà. Je considère que ce n'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation, mais aux représentés. Et tout ceci nous amènerait dans un grand débat. Certes, ça ne fait pas sens, on est d'accord, mais ça pourrait produire l'effet inverse. Par exemple, Ouattara, avec la majorité qu'il a au Parlement, même s'il avait décidé de faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire en faisant examiner le texte par l'Assemblée nationale et le Sénat, on n'aurait pas eu un texte différent. On sait que ces deux chambres-là sont les caisses d'enregistrement du régime. Donc, il faut être naïf, pour moi, il faut être naïf pour rêver que le parti au pouvoir va vous produire le code électoral qui va engendrer sa propre défaite. Il faut être naïf pour croire que le RHDP va vous produire le code électoral de vos rêves. Il est utile de dénoncer cette pratique d'un autre âge pour informer le citoyen lambda,
mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller aux élections. Le code électoral n'est pas une panacée. On critique la CEI, je suis d'accord. Les critiques qui sont faites à la CEI sont légitimes. Il faut la réformer. Les partis politiques n'ont rien à faire au sein de la CEI. Je suis d'accord. Mais là, nous sommes le 10 septembre 2025. L'élection, c'est dans moins de 2 mois. Moins de mois. Moins d'un mois. Non, Non, un dans peu un plus mois, d'un mois, ouais, un peu plus d'un mois, un peu plus d'un mois, désolé. Un peu plus d'un mois. Ce n'est pas maintenant qu'on fait les débats sur la CEI au risque de décourager les électeurs. Bien sûr. On a la possibilité de remporter ces élections-là par le vote massif et la surveillance rigoureuse du scrutin. Ouais. Nous pouvons vaincre la fraude électorale par la participation massive et la surveillance rigoureuse du scrutin. Nous devons appeler les Ivoiriens à se lever massivement. Eux, les membres de leur famille qui figurent sur la liste électorale, appeler leurs voisins, appeler leurs amis à se diriger vers les bureaux de vote massivement, à aller voter et à surveiller le vote. Il n'y a que comme cela que nous pourrons nous débarrasser du RHTP. Donc, si je comprends bien, par exemple, nous avons beaucoup entendu les partis d'opposition parler d'électeurs fictifs. Oui, enfin, les partis n'ont pas tort de parler d'électeurs fictifs. Le Conseil constitutionnel ne dit pas le contraire. Quand il rend sa décision, il fait savoir qu'il y a des personnes qui sont sur la liste électorale, qui ont des cartes d'électeurs valides, mais dont les cartes nationales d'identité sont invalides pour parrainer des candidats. Donc, quand le Conseil constitutionnel rend une telle décision, il ne dit pas le contraire de ce que disent les partis politiques depuis tout ce temps. Et il n'y a pas que les partis politiques qui le disent. Tous les observateurs qui ont eu à cœur d'observer, qui ont fait le travail d'étudier la liste électorale, et je l'ai fait, ce travail-là, ont pu constater qu'il y a des personnes qui sont sur la liste électorale qui ne remplissent pas les conditions pour y être. Il y a des électeurs fictifs sur la liste électorale. Il y a des personnes qui sont sur la liste électorale qui sont âgés de plus de 120, de 130 ans et qui figurent toujours sur la liste électorale. Il y a des personnes décédées qui sont toujours sur la liste électorale. Oui. Il y a des personnes qui sont sur la liste électorale dont on ne connaît ni le nom de la mère, ni le nom du père. Non, en fait, tout ceci, je suis d'accord. Moi, j'ai fait un travail un peu stupide en 2021. C'est-à-dire, j'avais du temps à perdre et donc je me suis rendu sur le site internet de la CEI, précisément dans la partie réservée au texte de loi. Je les ai tous téléchargés, imprimés, et avec un stylo, un crayon, un stabilo, je les ai parcourus. À la fin de ce voyage, je suis arrivé à 2 conclusions. La première est que le système est verrouillé. Vraiment, le système est verrouillé. C'est-à-dire que même la taille de l'urne est prévue par décret. Même la taille de l'urne est prévue par décret. Le nombre de bulletins de vote qui doivent entrer dans l'urne également est prévu par décret. Donc, le système est verrouillé. Mais la deuxième conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est qu'il existe une clé composée de 3 attributs permettant de déverrouiller le système. Le premier attribut, c'est l'inscription massive sur la liste électorale. Et vous voyez pourquoi ils ne sont pas pressés d'organiser la révision de la liste électorale. On peut mettre en place un système automatique d'actualisation du fichier électoral qui fait que quand un individu a 18 ans, il soit réversé automatiquement sur la liste électorale. Oui, mais ça, ce sont les partis politiques qui ont refusé. Non, personne, les gens le disent, personne n'est capable de rapporter la preuve. Personne n'est capable de rapporter la preuve qu'un parti politique. Et puis, les partis politiques ne prennent pas de décision sur la vie des Ivoiriens. Mais il y a eu plusieurs débats qui ont été faits à la télévision qui ont dit que les partis politiques de l'opposition ont refusé. Ce que je dis, c'est que personne n'est capable d'en rapporter la preuve. Ça, c'est un. Et puis de deux. Non, mais cela a été dit, cela a été dit dans toute télévision. C'est ce que je dis, c'est que personne n'a été capable de rapporter la preuve. Les partis politiques l'ont contesté jusqu'à présent. Personne n'a été capable de rapporter la preuve. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que 2 ou 3 partis politiques ne peuvent pas décider du destin des Ivoiriens. Et puis, ne me dites pas que, en Côte d'Ivoire, on a l'habitude d'écouter les partis politiques de l'opposition. Les partis politiques de l'opposition ont demandé l'audit de la liste électorale. Cela n'a pas été fait. Les partis politiques de l'opposition ont demandé un dialogue politique. Cela n'a pas été fait. Les partis politiques de l'opposition ont demandé la révision de la liste électorale en 2025. Cela n'a pas été fait. Donc, ne me faites pas croire qu'en Côte d'Ivoire, on a l'habitude d'écouter l'opinion des partis politiques de l'opposition. Ça, c'est faux. Ça, c'est la deuxième chose. Donc,
personne n'est capable de rapporter la preuve contraire. Un. Mhm. De deux, en Côte d'Ivoire, personne ne peut nous convaincre qu'on a l'habitude d'écouter l'avis des partis politiques de l'opposition. Ça, c'est la deuxième chose. Enfin, donc le premier attribut, ce que vous dites en fait, ce n'est pas gentil vis-à-vis du HDP, parce que en fait, à la fin, le pouvoir n'est pas obligé de forcément écouter en fonction des prérogatives qui sont voilà, des obligations et du besoin et ben voilà, parce que là il peut arriver que les partis d'opposition demandent beaucoup plus qu'il devrait. C'est ce que je dis. Donc ne me faites pas croire que lorsque on demande d'organiser le reversement automatique des majeurs sur la liste électorale, cela n'est pas fait juste parce que les partis d'opposition l'ont demandé. Moi, je dis que ceci n'est pas vrai. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas l'habitude d'écouter les partis politiques de l'opposition. Enfin, donc ça, c'était le premier attribut, l'inscription massive sur la liste électorale. Le deuxième attribut, c'est la participation massive aux élections. Il est plus facile de frauder avec un faible taux de participation. C'est plus facile de prendre un sac de riz que de prendre une tonne de riz. Si nous sommes nombreux à nous lever, à aller massivement voter, croyez-moi, il sera plus difficile de frauder avec un taux de participation de 70 à 80%. C'est la raison pour laquelle ils font tout pour glisser dans les esprits de ceux qui veulent le changement que le vote ne sert à rien, alors qu'ils sont prêts dans le même temps à acheter des voix. Si le vote ne sert à rien, si le vote ne servait effectivement à rien, pourquoi dépenseraient-ils autant d'énergie, autant d'argent pour faire voter leurs militants et sympathisants? Sur une liste électorale de 8,7 millions d'inscrits, comme vous avez dit tout à l'heure, imaginons qu'on ait un taux de participation de 80% et que le régime en place accuse un retard de 3 millions de voix. D'après vous, comment feront-ils pour s'inventer des électeurs? C'est quasi impossible. Si vous avez 3 millions de voix d'écart, où est-ce que vous les prenez? Donc, pour moi, le vote massif permet d'enrayer la fraude électorale. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Tout à l'heure, vous avez parlé d'électeurs fictifs. Et vous avez tout à fait raison. Il y a une chose sur laquelle personne ne peut me convaincre, c'est que les électeurs fictifs ne peuvent que voter dans des bureaux de vote qui, eux, ne sont pas fictifs. Vous pouvez avoir des électeurs fictifs, certes, mais ils sont obligés d'apparaître à un moment ou à un autre dans des bureaux de vote réels. Et c'est le troisième attribut, la surveillance du vote. Puisqu'il est admis en Côte d'Ivoire que si vous n'avez pas de représentants dans les bureaux de vote, vous ne pouvez pas compter sur l'organe en charge des élections pour vous aider à garantir vos voix. Bien. Mobilisons-nous pour être présents dans tous les bureaux de vote afin d'enrayer la fraude électorale. La liste des bureaux de vote ainsi que celle des personnes inscrites dans chaque bureau de vote sont publiées avant l'élection. Chaque bureau de vote contient, dans une boîte d'archives, 2 copies de la liste d'émargements authentifiés et signée par les membres du bureau de la CEI locale. Ça, c'est le décret d'août 2020 portant organisation et fonctionnement du bureau de vote qui le dit. Donc, dans chaque bureau de vote local, vous avez 2 copies signées, authentifiées de la liste vous avez 2 copies signées de la liste d'émargements authentifiés par les membres du bureau de la CEI locale. Sur cette liste-là, vous avez les noms des personnes qui doivent voter dans les bureaux de vote. La preuve, l'arrêté de septembre 2020 portant disposition pratique du vote pour l'élection du président de la République en 2020, en son article 2, oui, c'est cela, nous dit qu'aucun électeur ne peut prendre part au vote dans un bureau de vote s'il n'est inscrit sur la liste d'émargement du dit bureau de vote et s'il ne dispose pas de sa carte d'électeur ou de sa CNI. Donc, ça veut dire, pour qu'un électeur puisse se présenter dans un bureau de vote, il faut qu'il ait son nom sur la liste du bureau de vote et qu'il ait, en plus de cela, soit sa carte d'électeur, soit sa carte nationale d'identité. Donc, vous pouvez avoir des électeurs fictifs. Vous avez beau inventer des électeurs au moment des élections, au moment de l'élection, il faudra les inscrire
sur la liste d'émargement dans un bureau de vote réel. Et en plus, je pense qu'il y a une confirmation digitale. Oui, il y a une confirmation digitale, mais je dis, à partir de ce moment, suivez la démonstration, c'est vous avez des électeurs fictifs, vous êtes obligé de les inscrire dans les bureaux de vote réel. C'est ça. À partir de ce moment, si vous avez des représentants dans un bureau de vote réel, un titulaire et un suppléant par bureau dans chaque bureau de vote, conformément à l'article 1er du décret d'août 2020 que je viens de citer. Vous avez la possibilité d'avoir un représentant titulaire et un représentant suppléant, chaque candidat, dans chacun des bureaux de vote. C'est ça. Et donc, si vous avez des représentants, des personnes formées, des personnes loyales et fidèles, ces électeurs fictifs, par définition, ne se présenteront jamais dans les bureaux de vote réels. Effectivement. Avez-vous déjà vu quelque part une personne fictive se balader? Ça n'existe pas. Et donc, on peut inventer des électeurs fictifs, mais ces électeurs fictifs-là seront obligés de figurer sur la liste d'émargement d'un bureau de vote réel. À partir de cet instant, vous avez une personne formée, loyale et fidèle dans ce bureau de vote-là. Cette personne-là pourra faire échec à la fraude parce que ces électeurs fictifs ne se présenteront jamais. Donc, je répète, des personnes formées, loyales et fidèles. Parce que Aossou Jano nous a appris que ce n'était pas la même chose. Lui, il était fidèle à Bédié et loyal à Ouattara. Donc, il suffit de faire pareil dans 23 000 bureaux de vote et vous aurez l'assurance que les suffrages qui vous sont destinés seront reconnus parce que vous aurez les PV, les procès verbaux en votre disposition. Les électeurs fictifs, en réalité, je vais vous dire, les électeurs fictifs ne servent qu'au bourrage d'urne. On attend la fin de la journée, personne ne s'est présenté. Et donc, si on n'a pas de représentants, de candidats dans les bureaux de vote, mais si ces représentants ont été corrompus, ce qu'on fait, c'est qu'on émarge pour tous ces électeurs fictifs-là, on ramasse tous les bulletins de vote, on coche un nom, et on plonge tous les bulletins dans l'urne. À la fin de la journée, on vous dira 100%, 100%, 100%. Donc, dans les parties du pays où vous attendez qu'on a eu 100%, 100%, 100% pour un candidat, ce qui même veut dire que le représentant du candidat n'aurait pas voté pour son propre candidat. C'est ça. Ce qui est une absurdité totale. Et forcément, il y a des erreurs, il y a pas de bulletin nul, pas de bulletin blanc, etc. Ce qui est une absurdité totale. Mais vous allez regarder, soit le candidat de l'opposition n'avait pas ce représentant dans le bureau de vote, ou soit ce représentant dans le bureau de vote a été corrompu, ou a été victime d'intimidation ou de menaces, et à cause de cela a dû céder à la pression ou à l'argent pour faire écrire sur des procès-verbaux des choses qui ne correspondaient pas à la réalité. Cette technique-là ne peut prospérer, ne peut être mise en œuvre que si vous n'avez pas de représentants dans les bureaux de vote, ou si vos représentants ont été corrompus ou se sont laissés intimider. Si vous avez des personnes formées, des personnes fidèles et loyales dans les bureaux de vote, vous pouvez faire échec au bourrage d'urne. Je suis d'accord. Ok, monsieur Bécoin, vous avez cité tout à l'heure la loi qui autorise d'avoir un titulaire et un suppléant dans tous les bureaux de vote. Là, nous avons pratiquement plus de 23 000 bureaux de vote, ce qui fait fois 2, 46 000 personnes à recruter. Cela ferait certainement beaucoup à payer, à nourrir, voilà, et à les mettre dans les conditions pour pouvoir faire leur travail. Quelle solution vous donnez pour ça? Bon, je corrige, il ne s'agit pas d'une loi, mais du décret d'août 2020. Et je suis également d'accord avec vous, c'est 23 000 fois 2, environ 46 000 personnes et environ 23 000 bureaux de vote fois 2, donc ça fait 46 000 personnes et on peut imaginer que ce soit beaucoup. Je suis d'accord. En tant que candidat aux élections présidentielles, vous devez réunir au moins 2 millions de voix pour vous faire élire. Enfin, si on considère un taux de participation de moins de 50%, comme ça arrive souvent, il vous faut au moins 2 millions de voix pour vous faire élire. Dans ces 2 millions de personnes prêtes à vous élire, vous devez être capable de trouver 46 000 électeurs pour surveiller les votes en votre faveur. Mais je suis d'accord, ce n'est pas toujours évident. Surtout dans certaines zones du pays, car j'imagine que dans ces zones-là, la surveillance du vote
peut-être parfois compliquées. Pour moi, ce sont des zones par excellence où il y a des électeurs fictifs. Et c'est pourquoi j'appelle l'opposition à mutualiser leurs forces pour surveiller le vote. Parce que si un candidat de l'opposition, vous avez dit on a 3 de l'opposition dont les candidatures ont été validées, s'ils ont le soutien également des autres partis politiques dont les candidatures n'ont pas été validées, on peut imaginer qu'ils mutualisent leurs forces, non pas pour avoir un seul candidat, mais pour avoir des représentants dans tous les bureaux de vote du pays afin de surveiller le vote. Qu'on ne se mâche pas dessus, que les partis politiques de l'opposition qui sont très forts dans l'ouest du pays surveillent les élections dans l'ouest, que ceux qui sont très forts dans le Vieux-Baoulé ou dans le Septentrion surveillent les élections dans ces zones-là, que ceux qui sont bien implantés dans le sud ou dans l'est du pays et se chargent de la surveillance des élections dans ces zones-là. Avec l'appui des Ivoiriens qui veulent le changement, parce que c'est ce que je dis, si on veut soit on veut le changement, soit on veut pas le changement. Si chaque Ivoirien se dit, moi je veux le changement, moi je vais contacter un candidat pour qu'il me donne mandat afin de le représenter dans un bureau de vote. Et je m'engage à ce que dans mon bureau de vote, il n'y ait pas de fraude, il n'y aura pas de fraude. Et donc, avec l'appui des Ivoiriens qui veulent le changement, moi je pense qu'on peut, ça peut être difficile, certes, mais on peut surveiller le vote en assurant une présence dans chaque bureau de vote. Ceci, pour moi, ne m'a pas l'air bien compliqué. Si on cherche des personnes loyales, on peut imaginer qu'on puisse les trouver à l'église ou dans les mosquées. Eh bien, il faut contacter les prêtres, les pasteurs, les imams, etc. pour leur dire, donnez-nous 2 fidèles, 2 personnes dans vos églises, dans vos mosquées, dans vos synagogues, dont vous êtes sûr que elles au moins, elles craignent Dieu et qu'elles sont loyales et qu'elles sont fidèles. Nous, on va les former afin qu'elles nous représentent dans les bureaux de vote pour ne pas laisser passer la fraude. Si on n'est pas capable de trouver au moins 2 personnes, enfin, vous avez rigolé, mais je vous dis que les églises et les mosquées sont mieux implantées dans tout le pays que n'importe quel parti politique. C'est pas faux. Et donc, on peut être sûr d'en trouver dans n'importe quel village en Côte d'Ivoire. Donc, il suffit d'en avoir 2. Seulement 2 personnes de l'église, des fidèles, des croyants, des bons chrétiens, des bons musulmans de l'église qui décident, qui veulent le changement et qui se disent, nous, dans notre bureau de vote, il n'y aura pas de fraude, il n'y aura pas de corruption et qui assurent une présence pour représenter l'opposition dans les bureaux de vote pour s'assurer que la fraude ne passe pas. On pourrait faire échec à la fraude. Ça nous ferait un grand bien. Il faudrait pas retirer aussi les animistes parce qu'il n'y a pas que les chrétiens et les musulmans en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je trouve en tout cas très pertinent vos propositions. J'imagine qu'elles ne tomberont pas dans des oreilles de sourds. Cependant, nous devrons clôturer cet entretien. Déjà? Nous avons déjà passé le temps imparti. C'était très passionnant. Nous vous laissons le dernier mot. Oh, je vous remercie. C'était un bel échange. Je pense ne pas regretter de l'avoir accepté. Je me tournais vraiment vers les Ivoiriens qui veulent le changement. Je me tue à le répéter, tous les Ivoiriens ne veulent pas le changement. On peut participer massivement, on peut surveiller rigoureusement le scrutin et perdre parce que ceux qui veulent le changement sont moins nombreux à voter pour le changement que ceux qui veulent le statu quo. D'accord. Donc vraiment, je veux m'adresser aux Ivoiriens qui veulent le changement. Nous devons nous montrer plus nombreux que ceux qui veulent nous maintenir dans cette situation. À ceux qui désirent vraiment le changement. Chers Ivoiriens, on ne provoque pas le changement en restant immobile. Pour changer les choses, il ne suffit pas de le vouloir. Les prochaines semaines seront décisives. Que chacun de vous tente de convaincre au moins 2 personnes de son entourage d'aller voter une alternative ce 25 octobre 2025. Si nous sommes nombreux à voter et qu'en plus nous surveillons le vote, nous aurons le changement, ce dont nous rêvons depuis tant d'années. Si nous cédons à l'impuissance apprise, nous vivrons 5 années supplémentaires de souffrance.
Si nous écoutons ceux qui nous chantent que le vote ne sert à rien, nous vivrons 5 années supplémentaires de souffrance. Si nous écoutons ceux qui nous appellent au boycott, nous vivrons 5 années supplémentaires de souffrance. Lèvons-nous, chers Ivoiriens, allons, prenons d'assaut les bureaux de vote avec nos amis, avec nos familles, allons voter massivement et surveillons le vote et le dépouillement du scrutin. La vie est un choix, je vous recommande de faire le bon choix. Merci, merci beaucoup. Merci Monsieur Becoin, c'était très enrichissant. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci, Et très bonne soirée à vous aussi. Fois. À la prochaine, merci.